Bonsoir à tous, bienvenue dans la rétrospective environnementale. À la une cette semaine, le Togo et le Bénin valident leur rapport dans le cadre de la protection et de la gestion des ressources naturelles de leur zone transfrontalière. Ce rapport présente plusieurs avantages pour les deux pays, surtout en matière de gestion adéquate des ressources naturelles. Après Lomé, l'Agence nationale de la météorologie du Togo met le cap sur la région des savanes. L'institution va former des médias de la région pour mieux diffuser ses différents bulletins météorologiques. Les détails à suivre. Et puis les victimes de la crue du fleuve Congo crient au secours. Ils sont des milliers à être sans abri depuis le début de la saison des pluies. Ils sollicitent le soutien des bonnes volontés pour se reloger. C'est tout pour le sommaire, à présent le journal. L'Agence nationale de la météorologie du Togo met à contribution les hommes de médias dans la diffusion de ces différents bulletins météorologiques. Après l'étape de Lomé, c'est au tour de la région des savanes. Les journalistes de la région seront aussi formés sur les informations hydrométéorologiques et climatiques pour mieux informer les populations. Vivas Anna. L'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET, soucieuse d'apporter des informations de qualité à la population, mise beaucoup sur les hommes de médias. Après Lomé au début du mois de janvier, DAPAN a accueilli les 29 et 30 janvier dernier un atelier de formation des hommes et femmes de médias sur les informations hydrométéorologiques et climatiques. Les alertes que nous produisons, il va falloir que les journalistes puissent comprendre, puissent maîtriser les termes, puissent connaître et comprendre tout ce qui tourne autour de ces termes techniques-là pour qu'ils puissent vraiment envoyer l'information, faire large diffusion auprès de nos populations en matière de sécheresse et inondations. L'aléa vent fort aussi menace la région, donc nous sommes en train de prendre des dispositions pour qu'on puisse alerter les populations pour pouvoir essayer de réduire les effets néfastes de ces aléas météorologiques. Pendant 2 jours, les professionnels des médias des régions du Togo ayant partagé le bassin de la Volta ont été outillés sur comment mieux transmettre les informations et les données météorologiques à la population. Les journalistes issus des régions savanes, Kara, Centrale et Plateau ont suivi des présentations pour mieux comprendre et s'approprier les termes et mécanismes pour collecter, traiter et transmettre les informations des prévisions obtenues par la météo Togo. Cet atelier entre dans la deuxième phase du projet de gestion des inondations et de la sécheresse dans le bassin de la Volta. Il revient alors aux médias de mettre en pratique les connaissances acquises pour mieux servir les populations, surtout celles situées en milieu reculé. Le Togo et le Bénin viennent de valider un rapport dans le cadre de la protection et de la gestion des ressources naturelles de leur zone transfrontalière. Ce rapport permettra de promouvoir la durabilité environnementale et de garantir une gestion adéquate des ressources naturelles partagées dans la région. Suivant. Le Togo et le Bénin ont collaboré ensemble pour élaborer un rapport visant à gérer de manière durable les ressources naturelles de la zone transfrontalière. L'initiative vise à promouvoir la durabilité environnementale et à garantir une gestion adéquate des ressources naturelles partagées dans la région. Ce premier rapport validé conjointement entre les deux pays fait mention des recommandations stratégiques et opérationnelles. Il constitue une avancée importante dans la préservation de l'environnement, la promotion du développement durable dans la région et met en évidence l'importance de la coopération transfrontalière pour la gestion des ressources naturelles partagées telles que les forêts, les cours d'eau et la biodiversité. Financé par la Convention d'Abidjan et hautement apprécié du point de vue qualité par les experts, les partenaires techniques et financiers, le rapport validé propose des mesures concrètes pour une gestion durable des ressources transfrontalières, allant de la promotion des pratiques agricoles durables à la protection des écosystèmes fragiles. En outre, le rapport souligne également l'importance de l'éducation et de la sensibilisation pour favoriser la compréhension de l'importance de la durabilité environnementale et la préservation des ressources naturelles. L'accent est mis sur la nécessité d'une coordination et d'une collaboration étroite entre les différentes parties prenantes, y compris les communautés locales, les autorités gouvernementales et les organisations de la société civile.
Dans le but d'assainir et de moderniser le secteur de la pêche, la Côte d'Ivoire a décidé de fermer totalement la pêche cette année 2024. La décision a été annoncée par le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Sidiki Tiemoko, lors d'une rencontre lundi dernier avec les acteurs de l'industrie de la pêche. Confrontée à des défis croissants tels que la surpêche, la pêche illicite et les pressions environnementales, la Côte d'Ivoire s'engage résolument à adopter des politiques audacieuses pour protéger ses écosystèmes marins fragiles. Au cours d'une rencontre lundi dernier avec les acteurs de l'industrie de la pêche, le ministre ivoirien Sidiki Tiemoko a annoncé la fermeture annuelle de la pêche en 2024. Cette fermeture de la pêche s'appliquera à tous les secteurs de la pêche en mer, à celle en lagune, des fleuves aux lacs. Un calendrier détaillé sera établi pour chaque segment garantissant une mise en œuvre efficace et coordonnée de cette mesure sans précédent. Lors de cette rencontre marquée par l'inauguration du siège de l'interprofession de la filière pêche à Treichville, le ministre Sidiki Tiemoko a également souligné l'importance cruciale de cette mesure pour garantir la viabilité à long terme des stocks de poissons et assurer la durabilité de la pêche ivoirienne. La fermeture annuelle de la pêche en Côte d'Ivoire en 2024 représente un engagement significatif envers la conservation des ressources marines et la promotion d'une industrie de la pêche durable. De plus, des initiatives visant à réduire les taxes et les charges pour les opérateurs de pêche seront examinées dans le but de stimuler la croissance économique et de promouvoir la durabilité à long terme. La communauté internationale a approuvé la candidature du Sénégal pour accueillir le 6e congrès international sur les aires marines protégées en février 2027. À Dakar, les 5 continents débattront de l'économie bleue compromise par l'exploration des fonds marins, entre autres. Alexandra Adekambi. Après Vancouver au Canada en 2023, c'est la ville de Dakar qui accueille le congrès international sur les aires marines protégées en février 2027. L'événement organisé tous les 4 ans se tiendra pour la première fois en Afrique. Ce choix n'est pas anodin dans la mesure où le continent est le point de jonction de l'ensemble des mers et océans du monde. Selon le directeur des aires marines communautaires protégées du Sénégal créé en 2014, tout va se faire pour relever le défi de la participation, réunir au moins l'ensemble des pays de la planète avec plus de 5 000 à 8 000 participants attendus. Et quelle ville de mieux que Dakar, dynamique dans sa biodiversité marine et familière de telles rencontres internationales pour accueillir cette 6e édition placée sous le signe de la préservation des écosystèmes marins. En la matière, le pays de la Teranga commence à se démarquer de ses voisins d'Afrique de l'Ouest à travers la création de 17 aires marines protégées au cours des dernières années, notamment la MP de Gorée, dont le potentiel halieutique côtoie la baie de Dakar. D'ailleurs, le tourisme balnéaire sera largement abordé à l'occasion de l'Impact 6, tout comme la connectivité et la migration des espèces ainsi que les liens culturels et sociaux, indique l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'autre sujet au cœur de ce congrès international, c'est bien le nouveau traité sur la protection de la haute mer, adopté en juin 2023 par les Nations Unies. Les différentes délégations nationales à Dakar devront présenter leurs avancées en matière de lutte contre la surpêche et l'exploitation minière dans les fonds marins et les efforts de promotion de l'économie bleue telle que préconisée par le 14e objectif de développement durable ODD 14. Ce secteur devrait générer 49 millions d'emplois et 105 milliards de dollars d'ici à 2030 sur le continent, selon l'Union africaine. Depuis le début de la saison de pluie, le cru du fleuve Congo a occasionné le déplacement des milliers de personnes à Brazzaville et dans 8 autres départements. Sans solution palliative de la part des autorités, les victimes tentent avec leurs moyens de bord de se reloger. Ils sollicitent le soutien des bonnes volontés. Irène Papatina, reportage. Dans le 6e arrondissement de Brazzaville, plus précisément à Talangué, Vanel Baza revient de temps en temps solliciter le remboursement de sa garantie locative auprès de son bailleur. En décembre 2023,
L'eau venant du fleuve Congo avait inondé sa maison et les parcelles environnantes, atteignant jusqu'à 40 cm. Ce débordement du fleuve Congo, qui a contraint la créatrice de mode à déménager, a occasionné de nombreux dégâts matériels. À Brazzaville, comme dans 8 autres départements du pays, plus de 356 000 victimes de ces inondations causées par la crue spectaculaire du fleuve Congo sont en attente d'une aide humanitaire. Vanel a ébloui le public lors de sa dernière Fashion Week à Brazzaville en 2023. Avec ses créations, doit désormais tout recommencer. C'est fort de cette situation qu'elle demande une indemnisation pour compenser sa marchandise perdue. Mère de 2 garçons, elle a déplacé ses affaires dans une église du quartier en attendant de trouver un nouveau foyer. En janvier 2024, l'Union européenne et les États-Unis ont octroyé à la République du Congo des enveloppes de 300 millions de francs CFA afin d'aider le pays à prendre en charge une partie des populations déplacées. Tous les sinistrés espèrent que cette mauvaise situation qu'ils subissent serait vite réglée. Au Gabon, Owendo Mineral Port s'oriente vers une économie à faible émission de dioxyde de carbone. Un système solaire de 1,56 MW crête sera bientôt installé dans l'enceinte de la plateforme portuaire située à 21 km de Libreville. Le projet est financé par la British International Investment, une institution financière britannique. Alexandra Adekambi. Owendo Mineral Port OMP, une jointe venture publique-privée, est en voie de solariser ses installations. Un système de panneaux solaires de 1,56 MW crête et un système de stockage d'électricité par batterie de 1 MW seront bientôt installés, principalement sur les toits de 6 ateliers dans l'enceinte de la plateforme portuaire située à 21 km de Libreville, la capitale du Gabon. Les avantages de ce projet se situent sur le plan environnemental, avec notamment une réduction d'émissions de dioxyde de carbone estimée à plus de 1700 tonnes par an, ainsi qu'une optimisation des coûts d'exploitation du port. Le projet, dont le coût s'élève à 2,6 millions de dollars, sera financé conformément à l'accord de partenariat que OMP vient de signer avec British International Investment, qui est l'institution de financement du développement du Royaume-Uni. Le financement de la British International Investment est associé à un audit énergétique. Selon la société d'investissement, la demande en électricité du port minéralisé d'Owendo est d'environ 7730 MWh, ce qui laisse comprendre que beaucoup reste à faire pour atteindre la solarisation complète des besoins en énergie électrique d'OMP. D'ailleurs, dans le cadre de sa stratégie de développement durable, le port entend électrifier ses équipements mécaniques et ses véhicules de transport. Cette évolution de l'OMP vers une économie à faible émission de dioxyde de carbone s'inscrit dans le cadre d'une vision nationale. Dans son projet de construction de centrales solaires hybrides, le Gabon entend réduire ses émissions de carbone afin de réaliser une économie carbone annuelle de l'ordre de 3000 tonnes de dioxyde de carbone. Pour la Caisse des dépôts de consignation du Gabon, cette performance devrait concourir à l'atteinte des objectifs de la politique publique énergétique d'une puissance installée totale de 1200 MW avec 80% en énergie renouvelable et 20% en thermique, principalement du gaz à l'horizon 2025. En Afrique de l'Est, le cas de choléra se multiplie. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance qualifie la situation de critique. Selon le nouveau rapport de l'organisation, en seulement 2023, plus de 200 000 victimes ont été recensées dans cette sous-région du continent, dont plus de 3 000 décès. Alexandra Adekambi. De l'eau contaminée par la bactérie Vibrio cholerae, c'est la cause de toute stratégie appelée choléra. Et désormais, plusieurs sous-régions en Afrique sont en état d'alerte, notamment l'Afrique de l'Est. Dans cette partie du continent, l'infection diarrhéique aiguë a fait plus de 200 000 cas, dont plus de 3 000 décès seulement pour l'année 2023, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. En Zambie, le premier cas a été signalé en octobre 2023 et rapidement la maladie s'est propagée, touchant 9 500 personnes. Parmi ces victimes,
374 décès ont été enregistrés avec un taux de létalité de 3,9%, un chiffre terriblement élevé, décrit l'Agence des Nations Unies qui appelle dans un récent rapport à mettre l'accent sur la protection des enfants. En Zambie, sur les 374 victimes, environ 52% sont des enfants de moins de 15 ans. Lusaka, le district le plus touché, se partage plus de 90% de la charge de morbidité. Vulnérabilité des systèmes de santé, accès insuffisant en eau potable et aux installations sanitaires, conditions de vie surpeuplées qui prévalent dans de nombreuses zones urbaines sont quelques facteurs qui exacerbent le risque de transmission de la maladie. Au Zimbabwe, depuis le début de l'épidémie en février 2023, plus de 18 000 cas ont été signalés dans les 10 provinces avec 71 décès confirmés et plus de 300 décès présumés. Les provinces de Harare et de Manicaland sont les plus touchées avec un nouveau cas sur 6 concernant les enfants de moins de 5 ans. Par ailleurs, la crise sanitaire qui frappe l'Afrique de l'Est est accentuée par la sécheresse. Entre le 1er janvier et le 10 juillet 2022, un nombre cumulé de 7 796 cas de choléra, dont 37 décès associés, ont été signalés dans 25 districts en Somalie qui sont touchés par la sécheresse d'après le Fonds mondial pour la santé OMS. Depuis octobre 2022, la région aride du nord du Kenya est également affectée par une épidémie de choléra déclenchée par l'impact d'une sécheresse prolongée. À en croire l'Agence des Nations Unies, le pays a enregistré plus de 7 800 cas et 122 décès à la date du 26 mars 2023. Pour réduire l'impact de l'épidémie de choléra et protéger les enfants de la sous-région et en Afrique en général, où le choléra sévit, l'UNICEF, à son niveau, approvisionne les centres de traitement du choléra, soutient la vaccination orale contre le choléra, organise des campagnes de prévention du choléra pour le retour à l'école. Le fonds fournit aussi une assistance technique telle que la coordination des groupes, les évaluations techniques et le contrôle de la qualité de l'eau et soutient les ministères de la Santé dans plusieurs pays en diffusant des messages d'intérêt public sur le choléra sur les chaînes de télévision et les stations de radio nationales. L'UNICEF appelle tous les gouvernements de faire de même pour sauver le plus grand nombre d'enfants. En Tanzanie, l'accès à l'énergie pourrait ne plus être un défi d'ici à 2025. C'est grâce à la mise en service de la centrale hydroélectrique de Julius Nyerere. Cet ouvrage d'une capacité installée de plus de 2000 MW dont les travaux ont démarré en 2019 devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année. Irène Papadia. Le mastodonte a approuvé en 2018 sur la rivière de réfugiés dans l'est de la Tanzanie, qui livrera bientôt ses premiers mégawatts. En effet, la centrale hydroélectrique de Julius Nyerere, d'une capacité installée de 2115 mégawatts, devrait commencer à produire 5 920 kW d'électricité par an à partir de 2024, selon les provisions de la Tanzanie Electric Supply Company, qui procède à des tests de mise en service depuis le 28 janvier 2024. Sur la période 2022-2023, des problèmes d'entretien et des pénuries d'eau induites par le changement climatique ont provoqué une pénurie d'électricité de 400 000 MW en Tanzanie, déclenchant un rationnement de l'électricité dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la capacité installée est de plus de 1900 MW. Comme de nombreux pays en Afrique subsaharienne, la Tanzanie est confrontée à un important déficit d'infrastructures. Par exemple, environ 2/3 de la population n'a pas accès à l'électricité et bien que 80% de la population vive dans les zones rurales, seulement 24,5% de la population rurale a accès à l'électricité contre 113% dans les zones urbaines. 2/3 de l'électricité de la Tanzanie sont produits à partir du gaz naturel et environ 30% à partir de l'hydroélectricité. Depuis 20 ans, les États œuvrent pour la mise en place d'une interconnexion énergétique au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale.
Le potentiel énergétique de la sous-région comprend une biomasse importante à travers un massif forestier de 302 millions d'hectares et un potentiel hydroélectrique estimé à 150 000 mégawatts. Pour en parler, Irène Papadina. Selon les experts africains, 112 000 barils par jour de pétrole, produit dans 3 raffineries pour toute l'Afrique centrale, est un rationnement insuffisant pour la sous-région. Le taux de production énergétique dans la sous-région est de 4% contre 60% en Afrique australe. Depuis 20 ans, la sous-région œuvre à établir une interconnexion énergétique entre l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad à travers le pôle énergétique de l'Afrique centrale. La sous-région regorge quant à elle 60% de l'ensemble du potentiel du continent. Pourtant, les défis pour l'accès à l'électricité restent nombreux et principalement de 2 ordres, dont un décalage entre l'offre et la demande dans les régions connectées au réseau et un manque d'accès à des régions hors réseau. La solution pour Jean-Jacques Ikama, directeur général de l'économie, de l'audit et du trading pétrolier au ministère des hydrocarbures du Congo, réside dans la création d'un marché commun de l'énergie électrique. Les investissements dans les infrastructures énergétiques en Afrique centrale sont financés à plus de 97%, soit par les fonds publics, soit par les bailleurs de fonds et les multinationales étrangères. Un nouveau modèle économique s'impose pour parvenir à un financement partenariat public-privé des hydrocarbures dans la zone de CEMAC. C'est le modèle que promeut la Central Africa Business Energy Forum, dont la 3e édition s'est tenue à N'Djamena, au Tchad, du 8 au 11 novembre 2023. À travers 57% du potentiel d'hydroélectricité africaine et d'autres ressources énergétiques, le pôle énergétique de l'Afrique centrale, une initiative sous-régionale, vise à créer un marché de libre-échange d'énergie dans l'espace et en dehors de la zone de CEMAC, à travers une artère de sources d'énergie interconnectées d'ici 2030. Le potentiel énergétique de la sous-région comprend une importante biomasse à travers un massif forestier de 302 millions d'hectares, un potentiel hydroélectrique estimé à 150 000 MW et un flux d'énergie solaire variant entre 5 et 7,5 kW par mètre cube par jour. La Tunisie a abrité pendant 3 jours le 5e Forum méditerranéen de l'eau. Le forum est placé sous le prisme de la coopération et l'échange de savoir-faire et d'expériences pour la gestion durable de l'eau. La rencontre s'est tenue dans un contexte où la région est confrontée à plusieurs défis, notamment le changement climatique. Pour en parler, Alexandra Adekembe. Le 5e Forum méditerranéen de l'eau se déroule du 5 au 7 février 2024 à Tunis, la capitale tunisienne. La rencontre internationale organisée par la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux SONED de Tunisie en collaboration avec le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée et sous la coordination avec l'Institut méditerranéen de l'eau à l'initiative du forum durera 3 jours. Elle réunira les représentants des États, les instances de décision, les autorités locales et régionales, les parlementaires, les bailleurs de fonds, les représentants d'entreprises et des professionnels, les réseaux régionaux et la société civile. En Afrique, les autres pays concernés sont le Maroc, l'Égypte, l'Algérie et Libye. Ce sera autour du thème Ensemble pour une sobriété hydrique partagée. L'objectif est de consolider la coopération et l'échange de savoir-faire et d'expériences dans le domaine de l'eau en Méditerranée, tout en relevant les défis actuels de la région, notamment le changement climatique. En effet, la région méditerranéenne, carrefour de 3 continents, à savoir l'Afrique, l'Asie et l'Europe, est particulièrement touchée par le changement climatique avec une augmentation des températures supérieure à la moyenne. Dans son premier rapport d'évaluation sur la Méditerranée publié en novembre 2020, les experts méditerranéens sur le changement climatique et environnemental révèlent que les températures moyennes annuelles sur terre et sur mer dans le bassin méditerranéen sont de 1,5 degrés Celsius
supérieure à celle de l'époque pré-industrielle et qu'elle devrait augmenter de 0,5 à 6,5 degrés Celsius d'ici à 21 000 selon le scénario de la lutte contre le changement climatique. Les conséquences sont le stress hydrique, la désertification, la perte de la biodiversité, la dégradation des sols et la survenue d'événements climatiques extrêmes tels que la sécheresse, les incendies de forêt, les vagues de chaleur et inondations. L'autre dossier que les experts de l'eau et dirigeants entendus au 5e Forum méditerranéen de l'eau devraient mettre sur la table est celui des solutions efficaces et intégrées de gestion des ressources en eau. La mise en place de ces solutions permettra également de répondre aux problèmes émergents à l'échelle mondiale, notamment en tant que facteur d'emploi, de prospérité, de stabilité et de paix. Pour rappel, le Forum méditerranéen de l'eau est organisé tous les 3 ans depuis 2011. La 4e édition s'est tenue à Malte du 6 au 8 décembre 2021, un état insulaire situé au centre de la Méditerranée où l'essentiel de la recharge des eaux souterraines se fait en hiver. Dans le reste de l'actualité, Barcelone, la capitale de Catalogne, est assoiffée plus que jamais. La région fait face à une sécheresse sans précédent. Face à la situation, les autorités catalanes ont décrété l'état d'urgence en imposant de nouvelles restrictions sur l'utilisation de l'eau par les habitants. Vivas Amana. Assoiffée plus que jamais, la Catalogne se trouve désormais en état d'urgence face à la sécheresse qu'elle subit. Les nouvelles restrictions pour affronter cette situation inédite depuis un siècle sont énormes. Près de 6 millions d'habitants vont devoir s'adapter aux fortes réductions qui sont mises en place. Nous allons limiter la consommation d'eau par habitant et par jour et annoncer une série de restrictions pour les différents usages. Nous allons continuer à travailler pour surmonter cette situation le plus rapidement possible. Déjà, les agriculteurs locaux sont invités à réduire de 80% leur consommation d'eau. Les réserves d'eau ont atteint un niveau critique en Catalogne, notamment à Barcelone et dans sa périphérie. Moi, c'est la première fois que je le vois ainsi, si vide. C'est triste. C'est assez alarmant. À Gérone, en plus, nous avons des restrictions maintenant. Nous ne savons pas comment ça va se terminer s'il ne pleut pas. Le manque de précipitations important depuis plus de 3 ans est à l'origine de cette situation périlleuse. Ce déficit actuel de pluie est inédit depuis le début des relevés en 1916. Pour le moment, aucune coupure d'eau n'est prévue pour les habitants, mais des sanctions seront prises à l'encontre des communes et des personnes qui ne respecteront pas les nouvelles règles en vigueur. Rappelons que tout ceci se déroule dans un contexte mondial de changement climatique avec des températures caniculaires actuellement observées en plein hiver en Europe, surtout en Espagne. L'Antarctique est menacée par les microplastiques issus de la pollution massive des mers. Les chercheurs colombiens ont plongé dans les eaux glacées de cet écosystème pour collecter ces minuscules particules. Ceci révèle un sombre indicateur de la contamination planétaire. Considéré comme l'un des coins les plus mieux préservés du monde, l'Antarctique est désormais confronté à la menace des microplastiques. Les chercheurs colombiens Polo Tigregos et son équipe ont plongé un filet dans les glaces de l'Antarctique pour collecter des échantillons révélateurs de cette pollution invisible. Il en ressort que l'isolement de cet endroit ne le protège pas des conséquences mondiales de la pollution plastique. Ces particules, résultat de la dégradation d'objets prenant des siècles à se décomposer, sont devenues omniprésentes dans les océans mondiaux. Leur présence en Antarctique, prouvée par des études antérieures, soulève des inquiétudes quant aux impacts mortels potentiels sur les animaux et les écosystèmes, même dans ce coin reculé de la planète. Jorge Tadeo Lozano, chercheur à l'université de Bogota en Colombie, a souligné que bien que l'Antarctique soit souvent perçu comme isolé de l'activité humaine, il reflète néanmoins les problèmes environnementaux mondiaux. Les microplastiques transportés par les courants océaniques peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la vie marine de la région. Ces microplastiques, une fois introduits dans l'écosystème, peuvent contaminer la chaîne alimentaire des animaux comme les krill, les baleines et bien d'autres. L'Agence internationale de l'énergie atomique a également souligné que ces particules pourraient altérer la réflectivité de la glace, modifier la surface et agir comme un isolant thermique, exacerbant ainsi les défis liés au changement climatique que subit déjà la région.
L'intrusion des microplastiques en Antarctique rappelle cruellement que les endroits les plus éloignés et préservés ne sont pas à l'abri de l'impact néfaste de l'activité humaine. La préservation de l'Antarctique, déjà menacée par le changement climatique, nécessite une prise de conscience mondiale et des actions concrètes pour réduire la pollution plastique à l'échelle planétaire. Le Chili croule sous des flammes incessantes depuis quelques jours. D'importants incendies de forêt ont ravagé le centre et le sud du pays, touchant plusieurs habitations. Le bilan fait état de plus de 60 morts, au moins 200 personnes portées disparues et 43 000 hectares brûlés. Viva Samana pour le constat. Le centre et le sud du Chili ressemblaient à un vaste cratère au cours de ce week-end. Près d'une centaine de foyers d'incendie sont restés actifs malgré les efforts des pompiers qui étaient encore impuissants face à ces flammes. Le bilan humain provisoire est particulièrement tragique avec plus d'une soixantaine de décès et plus de 200 personnes disparues. Ce chiffre va augmenter. Nous savons qu'il va augmenter de manière significative. Après une accalmie de quelques heures, les incendies ont repris avec des températures caniculaires. La région touristique de Valparaiso, où se trouve la célèbre station balnéaire de Vina del Mar, dont les plages sont prisées en cette période de l'été austral, sont affectées par les flammes. Les habitants de ces régions qui ont réussi à s'échapper ont presque tout perdu. On a besoin d'aide, de nourriture pour nos animaux, pour nous, des vêtements. Je ne sais pas, ma maison, j'ai tout perdu, tout. Attisés par des vents violents, les flammes ont ravagé près de 43 000 hectares, notamment sur la côte pacifique, selon le ministère chilien de l'Intérieur. Au total, 92 incendies étaient actifs ce dimanche, dont 40 sous contrôle. Le président chilien a décrété l'état d'exception afin de disposer de tous les moyens nécessaires face à la progression des incendies. Un couvre-feu nocturne à partir de 21h a été instauré afin de faciliter l'approvisionnement en carburant aux équipes d'urgence, une priorité selon les autorités. La canicule ayant causé ces incendies est un résultat du phénomène climatique El Niño. Elle touche actuellement la côte sud de l'Amérique latine en pleine période estivale, provoquant des incendies de forêt aggravés par le réchauffement climatique. Après le Chili et la Colombie, cette forte vague de chaleur va menacer dans les prochains jours l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. D'après les statistiques, le secteur de l'eau est le premier émetteur de gaz à effet de serre. De la pollution de l'air, de l'eau en passant par les nuisances sonores, les impacts des transports sur l'environnement sont nombreux et contribuent au changement climatique. Suivant. Le transport routier est la première source d'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Principal responsable du réchauffement climatique, le secteur du transport est très polluant et souvent montré du doigt à cause des émissions de gaz à effet de serre comme le CO2. Chaque année, environ 7 millions de personnes meurent à cause de l'exposition excessive aux particules fines. Cela est dû à son utilisation quotidienne, quelle que soit la région du monde. En effet, le transport routier est souvent un acteur majoritaire pour le développement économique des pays. Malgré ses intérêts économiques, il est essentiel de réfléchir à des solutions pour réduire l'impact du transport sur l'environnement. Ces impacts illustrent la nécessité d'agir pour préserver le mieux possible la planète et ses habitats. Cela peut sembler un peu plus difficile dans le domaine du transport routier, mais il existe de nombreuses façons pour les entreprises de ce secteur et les chauffeurs de camions de contribuer à un environnement plus sain. Par exemple, couper le moteur des camions lors des temps d'entente, maintenir la vitesse des véhicules lors du transport, entretenir régulièrement les véhicules de transport sont entre autres des solutions possibles pour corriger le tir. Les compagnies de transport routier peuvent également diminuer ces impacts environnementaux en optimisant les chargements du transport routier, former les équipes et les conducteurs de camions et améliorer les véhicules pour un transport routier plus écologique et moins bruyant. Outre la pollution de l'air, le transport des marchandises en général crée des nuisances sonores parfois très problématiques et est l'un des facteurs principaux de la pollution des eaux. Et pour terminer, le sable est une matière première centrale dans la construction. Il est également utilisé pour la fabrication des matériaux de toiture et pour bien d'autres finalités, souvent extraits à différents endroits par des individus selon leurs besoins. La surexploitation du sable engendre plusieurs conséquences sur l'environnement notamment.
Deuxième ressource la plus exploitée au monde après l'eau, le sable, qu'il soit marin, fluvial, lagunaire ou continental, constitue une ressource incontournable dans les travaux de construction d'édifices ou autres. Son importance amène des sociétés et des individus au quotidien à aller l'extraire de différents sites avec divers moyens sans se soucier des préjudices causés à l'environnement. Les conséquences potentielles de l'exploitation du sable ne sont pas seulement environnementales, mais aussi économiques, humaines, sociales et culturelles. À titre d'exemple, l'appauvrissement des sols et la disparition des plages affectent les secteurs de l'agriculture et du tourisme, bouleversent les paysages et les écosystèmes au détriment de la biodiversité. Les prélèvements du sable dans les milieux naturels sont par ailleurs susceptibles de modifier le fonctionnement hydrologique des cours d'eau, la morphologie des côtes et les courants marins et provoquent l'érosion des sols et du littoral. Outre ces conséquences, la consommation du sable contribue également à la diminution des plages et engendre leur disparition progressive. Cependant, le sable joue un rôle essentiel dans le soutien de la biodiversité en fournissant des habitats et des lieux de reproduction à une faune et une flore diversifiées, notamment les plantes marines qui agissent comme des puits de carbone ou filtres d'eau. Il est donc primordial de diminuer, voire même d'arrêter sa surexploitation. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.